Dans le cours de traumatologie, on a été appelé pour 29 Bravo 2. Priorité 1, pour féminin 23 ans pour un accident de moto avec une hémorragie grave dans une région au niveau des membres. L'évaluation de la scène dans son ensemble. OK. Fait que lors de l'approche de la scène, dans mon D, j'ai à moitié fait mon DPRN PREC. Mais dans le D, j'ai bien dit qu'il y avait des dangers, sauf que j'ai pas extrapolé. J'ai juste dit il y a des dangers, puis on est sur une piste de moto. Mais il aurait fallu que je dise qu'il aurait pu avoir d'autres motos, qu'il aurait pu s'apprêter à sauter parce que la patiente était allongée dans un seau. Puis j'aurais pu poser des questions plus, est-ce que la moto est éteinte, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça. En tout cas. Dans le P, j'ai pas parlé de protection universelle, mais tu sais, j'aurais pu mettre gants, lunettes, puis juste ça, il n'y avait pas besoin du bunker. Je veux dire, c'est une petite motocross, c'est pas une grosse moto d'accident de route. Mais je l'ai pas évoqué, rien. Puis les gants auraient été importants parce qu'il y a du sang. Il y avait beaucoup de sang, là, c'est une hémorragie au niveau de la cuisse. Puis la jaquette aussi aurait pu être envisagée. Dans le R, dans la vidéo, j'ai dit ressources supplémentaires. Puis j'ai appelé pompiers-police. Pompiers, juste, pas la police, excusez. Puis j'ai dit que tout était là, puis ils m'ont aidé pour l'évacuation aussi. Dans le N, le nombre de patients, je ne l'ai pas évoqué, mais il y en avait un. Premier intervenant, il n'y a personne qui est intervenu sur les lieux, puis je ne l'ai même pas évoqué non plus. Rapport du premier intervenant, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune personne qui a pu me dire ce qui s'est passé. Puis, l'espace de travail est adéquat, je l'ai dit dans la vidéo. Puis la cinétique, c'est traumatique. Ma première impression du patient, ça a été qu'il y avait une hémorragie. J'ai dit, il y a une hémorragie active au niveau de la cuisse. Puis, c'est ça. Puis, j'aurais pu rajouter que le patient il était alerte. Par contre, j'ai pas évoqué aucune hypothèse plausible. J'ai juste skippé ce bout. Mais mon patient il aurait pu avoir un TCC, une hémorragie interne, parce que la moto aurait pu y tomber dessus, sur son thorax, son abdomen, ou genre une fracture du bassin, un trauma spinal, un trauma hémorragique aussi à d'autres endroits. Puis, c'est pas mal ça. Lors de mon appréciation primaire traumatique, tout a été fait dans l'ordre, j'ai oublié aucun point. Dans le L, mon patient était conscient, du moins de loin. Dans mon C, il y avait une hémorragie au niveau de la cuisse, donc j'ai fait une pression directe. Dans mon A, j'ai demandé à ma patiente si elle respirait bien, donc les airways étaient corrects. Dans mon B, ça c'est de mon LCAB, là, le début. Là. Dans mon B, il y avait un bon soulèvement du thorax que j'ai vu, là, mais je ne l'ai pas verbalisé par contre. Puis après, dans mon A, j'ai demandé SOSO, s'il y avait des symptômes d'œdème sécrétion dans la bouche. Elle m'a répondu que non. Dans mon B, j'ai bien regardé la respiration. Elle était rapide, donc la fréquence était rapide. L'amplitude était adéquate, il y avait une bonne symétrie. Le tirage, il n'y en avait pas. La cyanose, il n'y en avait pas non plus. Et par contre, j'ai oublié de mentionner la régularité qui était bonne toutefois quand j'ai regardé la vidéo. Dans mon C, il n'y avait pas de pouls radial. Le D, ma patiente est toujours alerte. Puis dans mon E, j'ai exposé la plaie au niveau de la cuisse. Puis dans mon D, je l'ai verbalisé que la patiente est toujours alerte. Tous les soins que j'ai fait dans mon appréciation pour gérer l'hémorragie, j'ai appliqué une pression directe sur la plaie quand je suis arrivée parce qu'il y avait un saignement qui était persistant puis c'était quand même une grosse hémorragie. J'ai essayé une pression indirecte parce que ça ne marchait pas, la pression directe. Puis après, j'ai regardé la nature de la plaie pour confirmer que c'était une plaie à pactage. Donc, j'ai regardé, c'était une plaie à pactage. Donc, j'ai réalisé le pactage. Puis, j'ai mené une pression pendant 5 minutes dessus. Pendant que je faisais cette pression, j'ai commencé mon examen primaire. Pendant que je faisais ça, de loin, j'ai pu demander à la patiente si elle avait des symptômes d'œdème sécrétion. Puis, j'ai regardé mon B. C'était rapide, comme je l'ai dit, là, rapide. Comme la respiration était rapide, j'ai demandé une saturométrie.
Puis la saturo, elle m'a indiqué 70. Donc j'ai demandé à mon TAP2 de mettre un masque de concentration. Puis ensuite, j'ai demandé à mon P2 de prendre les pouls, de regarder mon C parce que moi, je maintenais ma pression sur mon pactage. Puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de pouls radial. Donc mon verdict de stabilité était instable pour le pouls. Puis à la fin de mes absence de pouls radial, puis à la fin de mon 5 minutes de pression, ça saignait toujours. Donc j'ai mis un garrot. Donc ça aussi, c'était un critère de stabilité pour hémorragie significative. J'ai pas demandé les signes vitaux, mais je suis venue te voir. Puis tu m'as dit que la fréquence cardiaque était de 130, la fréquence respiratoire au-dessus de 20, la saturo à 70, la pression artérielle à 80 sur 40. Donc tout ça, la perte de sang, l'hypotension, la tachycardie, la tachypnée, ça confirme mon état de choc. Donc sûrement un choc hypovolémique dans ce cas-ci. L'examen secondaire, je ne l'ai pas effectué, tout simplement, par manque de temps. Toutefois, si je l'avais fait, je l'aurais fait dans l'ambulance et comme ça. J'aurais commencé par la palpation de la tête, fait que l'occiput, le front, le nez, le menton, les joues. Puis ensuite, je serais allée palper le cou, incluant la nuque. J'aurais fait les 5 cadrans du thorax, fait que en haut, comme ça, puis comme ça. Puis j'aurais fait les 4 cadrans de l'abdomen. J'aurais palpé le bassin. J'aurais fait les jambes, les bras, les tests neuromoteurs des jambes. Fait que, est-ce que vous sentez ça égal des deux côtés, pousser, tirer les orteils? Puis ensuite, j'aurais fait les tests neuromoteurs des bras. Est-ce que vous sentez égal des deux côtés aussi? Puis est-ce que vous pouvez serrer mes doigts? Ensuite, je serais partie palper le dos si j'avais aucune douleur. Je serais partie palper le dos. 5 cm du côté de la colonne. Puis ensuite, je serais, s'il n'y avait aucune douleur, j'aurais fait le test du nom, le test du ballon et le test du nom. Les tests neuro, c'est indispensable pour évaluer s'il y a une atteinte à la moelle épinière et où est-ce qu'elle serait touchée, si c'est plus bas au niveau des lombaires ou du coup, ça n'a pas le même effet. La palpation du bassin, c'est important pour détecter, pour savoir si on le met dans le matelas ou pas. Évaluer le thorax, c'est important pour repérer les fractures ou les volets costales qui pourraient indiquer un traumatisme thoracique plus sévère comme pneumothorax ou tout ça. Puis la palpation du bassin, la palpation de l'abdomen, pour repérer tout ce qui est Gray Turner ou syndrome de Collin. C'est ce qui aurait pu m'indiquer qu'il y avait une hémorragie interne. Donc confirmer peut-être mon hypothèse de hémorragie hémorragie interne au niveau de l'abdomen. Dans mon anamnèse, ça faisait 15 minutes que c'était arrivé. Ça a été provoqué par une chute à la moto. L'être Q, je ne l'ai pas demandé parce que c'était pas forcément pertinent de qualifier la douleur, sachant que je lui ai fait un pactage au niveau de la cuisse pour la région. Sa sévérité, c'était 10 sur 10 la douleur. Le T, je ne l'ai pas demandé, l'évolution dans le temps. Il y avait un léger mal de tête qu'elle m'a dit. Il n'y avait pas d'allergie. Il ne prenait pas de médicaments. Il n'y avait pas de passé médical. Puis, j'ai pas demandé le dernier repas, mais je pense pas que ce soit pertinent vu que c'est pas une situation médicale. Puis, il n'y avait pas d'événements inhabituels qui se sont passés ces derniers jours. Ces éléments-là me permettent d'émettre l'hypothèse d'un TCC léger à cause du mal de tête, puis de peut-être des hémorragies internes. Un saut mal pris, ça peut faire mal à l'abdomen. Pour cette situation, l'hypothèse la plus plausible est une rupture de l'artère fémorale, ce qui entraîne un choc hypovolémique. Le choc hémorragique se produit lorsque la perte de sang est telle que la perfusion des tissus devient insuffisante, ce qui entraîne une hypoxie cellulaire et une défaillance progressive des organes. Dans ce cas, la perte de sang entraîne une diminution rapide du volume intravasculaire. Le cœur tente de compenser la baisse de la pression sanguine par une augmentation de la fréquence cardiaque, donc une tachycardie, ce qui explique le pouls de 130 qu'on observe chez la patiente. À mesure que la perte de sang s'aggrave, la pression artérielle chute, donc 80 sur 40, ce que j'avais, ce qui limite la perfusion des organes. Une saturation en oxygène à 70% reflète la difficulté du corps à oxygéner correctement le sang en raison de la diminution de cette perfusion. Comment je justifie cette hypothèse? OK?
Déjà, avec l'analyse de la scène, l'accident de moto est cohérent avec les blessures traumatiques sévères, comme une fracture ouverte, des hémorragies externes et des potentielles lésions internes, que ce soit au thorax, au bassin, etc. Grâce aux signes et symptômes que j'ai vus, la patiente présente une hémorragie importante au niveau de la cuisse, une tachycardie, une saturation qui est basse et une pression artérielle basse. Ces signes sont typiques d'un choc hémorragique. L'absence de pouls radial aussi, ça indique une pression artérielle systolique basse, suggérant une hypovolémie significative due à la perte de sang. Donc, la pertinence de l'hypothèse et l'élimination de d'autres hypothèses. Dans ce contexte, les signes cliniques observés sont une hémorragie sévère à la cuisse, une hypotension, une tachycardie, une tachypnée et une faible saturation, et l'absence de pouls radial. Cela nous oriente vers une rupture de l'artère fémorale qui entraîne un choc hypovolémique, comme dit tantôt. La perte de volume sanguin, je l'explique à cause de l'accident de moto qui a causé une plaie profonde à la cuisse, où se situe l'artère fémorale. Un vaisseau qui est quand même de gros calibre, hein, c'est quand même une grosse artère. La rupture de cette artère entraîne une hémorragie externe sévère. Dans ce cas, l'assaignement a causé une baisse rapide du volume sanguin, induisant une hypovolémie. La perte de sang réduit le volume intravasculaire, ce qui diminue la pression artérielle. En réponse, le cœur augmente la fréquence cardiaque, la tachycardie, pour maintenir le débit sanguin et assurer l'irrigation des organes. Cette compensation se traduit par une fréquence cardiaque élevée, 230. L'hypoxie cellulaire, c'est la baisse de pression artérielle limite la perfusion des organes vitaux. La saturation en oxygène baisse, comme le montre la saturométrie à 70%, ce qui indique que les tissus reçoivent moins d'oxygène, ce qui augmente le risque d'hypoxie et de défaillance cellulaire. Ça a un effet sur la conscience de la patiente, puis sur sa circulation. En fait, l'hypovolémie prolongée entraîne une hypotension, marquée par la pression artérielle mesurée à 80/40, qui reflète une instabilité circulatoire. L'absence de pouls radial indique une pression systolique critique. De plus, l'aggravation de l'hypoxie mène progressivement à une altération de l'état de conscience de la patiente qui devient de plus en plus somnolente. Puis il y a une défaillance, ce qui peut amener à une défaillance multiple des organes. En fait, en l'absence de traitement rapide, la perte de sang continue d'affecter la perfusion des organes. Parce que j'ai beau lui avoir mis un garrot, le sang qu'elle a perdu, elle ne récupérera pas tout de suite. Donc, le foie, les reins et même le cerveau commencent à être touchés, ce qui augmente le risque que ces organes soient plus défaillants et ce qui peut amener au décès si l'hémorragie, si elle n'a pas une reperfusion sanguine. L'hypothèse que j'invalide, c'est le TCC sévère, parce que mon patient, elle avait juste un petit mal de tête, elle avait pas... il n'y avait pas de vomissement engé, il n'y avait pas d'anisocorie. Mais c'est parce qu'un TCC avec un œdème cérébral, un TCC sévère, ça ne conduit pas à une hypovolémie, à la baisse de tension, ni à une perte de pouls radial. Au contraire, le patient s'il souffrait d'un TCC, ça ferait une hypertension artérielle, une bradycardie. Ces deux phénomènes sont souvent associés à une pression intracrânienne élevée, ce qui est absent ici. Aussi, la somnolence de ma patiente peut être expliquée par le fait qu'au début, le choc a été compensé et tout au long de l'intervention, il se transforme en choc décompensé. J'ai pris cette information dans le PHTLS, le bon vieux PHTLS écrit par Norman E, Meg, Swan et AL, et dans tes PowerPoint. C'est pour ça que le TCC sévère est invalidé. Là. Juste la somnolence, ça suffit pas assez pour entrer dans le tableau clinique de TCC sévère. Lors de mon intervention, mon patient était de plus en plus somnolent, surtout lors de l'évacuation. Donc, je l'ai réévalué. J'ai pas réévalué son garrot, mais j'aurais dû le faire. Puis, s'il avait été desserré, je l'aurais resserré. Dans le A, mon patient avait rien, là, pas de sang, pas d'objet, pas de sécrétion. Dans mon B,
Je lui ai bien indiqué que la respiration était rapide, l'amplitude était adéquate, il y avait de la symétrie, il n'y avait pas de tirage puis pas de cyanose. Fait que toute la respiration était correcte. Puis c'était régulier aussi. Dans le C, j'avais pas de pouls radial, toujours pas. Donc j'ai pris un pouls carotidien pour voir si mon pouls était pas filant ou quoi que ce soit. Puis il était toujours bien frappé et régulier. Dans le D, mon patient était somnolent, donc il était à verbal plus qu'à A. Puis le E, la plaie était toujours exposée. J'ai adapté mon appréciation traumatique primaire face à ce changement d'état en faisant un maintien de la tête, parce qu'au début, je ne lui tenais pas la tête parce qu'elle a gardé droite par elle-même, mais elle devenait plus somnolente, fait que j'avais l'impression que la tête elle bougeait plus, fait que j'étais allée la tenir. Puis c'est ça, j'ai pas réévalué mon garrot, j'aurais dû. C'est ça parce que si il était desserré, ça aurait pu ça aurait pu provoquer des fuites, puis perdre encore plus de sang, ce qui aurait pu créer cette petite somnolence. Donc, revérifier le garrot et plus le serrer. Tous les soins que j'ai prodigués à la personne, j'ai commencé par une pression directe pour arrêter le saignement, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai procédé à un pactage de plaie parce que la plaie était une plaie à pactage pour arrêter le saignement et pour avoir les mains libres. Le pactage n'a pas fonctionné, donc j'ai fait un garrot. Puis j'ai mis un garrot après avoir fait mes 5 minutes de pression sur mon pactage. Puis ensuite, quand je faisais mon appréciation primaire, j'ai mis une saturo parce que je trouvais que la respiration était rapide. La saturo m'a montré qu'elle était à 70. Donc, comme dans les PSP, c'est écrit que une saturo inférieure à 85, il faut mettre un à 100%. J'ai mis un à 100%. Dans la RMS, j'ai appliqué la RMS parce que mon patient était instable. Puis, j'ai mis le culé cervical pour maintenir le cou et l'axe spinal droit. J'ai utilisé le scoop pour éviter de faire un retournement en bloc pour déplacer le patient. J'ai pas utilisé de matelas car le patient, lors de l'évacuation, était encore alerte. C'était pas une femme enceinte de plus de 20 semaines. Il n'y avait pas d'évacuation longue. Puis pour le confort, pas besoin. Puis il n'y avait pas de fracture du bassin suspectée. Aussi, j'ai appliqué la RMS pour prévenir des lésions graves internes. Comme je ne savais pas si mon patient y avait des hémorragies internes, il est possible qu'il y ait des lésions internes multiples, que ce soit thoraciques, abdominaux ou pelviens. Donc, une immobilisation complète permet de minimiser les mouvements et d'éviter d'aggraver des lésions internes comme les fractures du bassin ou d'hémorragies internes potentielles. Le maintien de la position limite les pressions exercées sur les structures internes et contribue à réduire la douleur et l'agitation. Ça, j'ai pris dans le MERC. Dans le paragraphe lésion abdominale, lésion interne, écrit par Philibert Johan Van. Aussi, l'immobilisation est cruciale pour limiter les mouvements de la colonne vertébrale et éviter une aggravation des lésions potentielles de la moelle épinière. Lors d'un traumatisme, comme un accident de moto, il existe un risque élevé de fracture vertébrale ou même genre un déplacement, une luxation. Toute mobilisation non contrôlée pourrait provoquer des lésions supplémentaires de la moelle épinière, entraînant des déficits neurologiques irréversibles, voire la paralysie. J'ai pris cette information dans le Conseil médical du Canada, c'est un PDF. C'est un regroupement de médecins qui ont écrit ça. Puis le titre du document, c'est Traumatisme de la moelle épinière. Puis c'est écrit par Dr. Johannes R. Frank. C'est lui qui l'a finalisé écrit, mais c'est un regroupement de médecins qui ont écrit ça. Les complications possibles. La complication la plus probable est l'arrivée du choc décompensé puis suivi du choc irréversible. Effectivement, si nous n'arrivons pas assez vite à l'hôpital, le sang que mon patient a perdu, il ne se refera pas de tôt, donc il a besoin d'une transfusion sanguine.
qu'il aura seulement à l'hôpital. Je ne peux pas lui faire une transfusion sanguine sur une piste de moto. Donc, plus on prendra de temps sur lui, sur la piste, plus le choc qui est compensé risque de devenir décompensé puis irréversible. J'aurais pas changé les actions parce que peu importe ce que je fais, il a besoin de ça puis d'une intervention chirurgicale pour régler ce problème. Puis je peux pas le faire. Donc, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est aller encore plus vite pour éviter la somnolence de mon patient puis le choc qui commençait à devenir décompensé vers la fin. Suite à cette intervention, j'ai appris l'importance de l'évaluation systématique et complète de la scène du patient dès les premières secondes. L'un des apprentissages clés est toujours d'utiliser la méthode ABCDE de façon exhaustive sans précipiter certaines étapes. Bien analyser chaque étape sans regarder, admettons, le B trop rapidement, puis mal regarder la respiration, l'amplitude, tout ça. Puis même si la situation elle est urgente ou pas, c'est prendre son temps. Parce que sinon, on oublie des étapes et on saute des choses. Cela inclut aussi de verbaliser. J'oublie de verbaliser mes choses, donc c'est important de verbaliser chaque point pour éviter les oublis, comme la régularité de la respiration, puis surtout réévaluer le garrot aussi. Ça, j'ai compris que c'était important de le faire à chaque changement d'état. Puis une astuce que je retiens est d'établir une espèce de checklist mentale des éléments essentiels et à revoir rapidement pendant l'intervention. Par exemple, m'assurer que le garrot reste bien en place en le réévaluant régulièrement. C'est pas forcément si mon patient a un changement d'état qu'il faut absolument que j'aille voir le garrot. Tu sais, je l'ai déplacé sur un scoop, ben, je l'ai déplacé, je l'ai manipulé, peut-être aller revoir si le garrot n'a pas glissé, si c'est pas desserré. Bref, cela me permet non seulement de sécuriser l'intervention, mais aussi d'éviter les erreurs potentielles qui pourraient compromettre la prise en charge du patient. Merci.